Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce premier webinaire de la saison 1 dédié à la méthode TIA. Le thème aujourd'hui, c'est se découvrir avec les tests de personnalité. Donc, pour ce premier webinaire de la saison 1, donc on va couvrir les tests de personnalité et leur utilité. On va rappeler la méthode TIA. Il y a eu un épisode 0 juste avant et on va le résumer. Ensuite, on va définir un peu ce qu'est la personnalité, différencier avec le tempérament, le caractère. Il y a souvent des confusions sur ces termes. C'est important de commencer par une bonne définition. Et puis ensuite, on couvrira les grands questionnaires de personnalité. Il y en a tant qu'évidemment, on ne va pas pouvoir tous les détailler. Et puis, on verra les avantages et inconvénients des labels qu'ils peuvent fournir. Et puis, on conclura. Les questions-réponses seront abordées à la fin. Et si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez poser vos questions évidemment dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai autant que possible. Alors, il y a eu un épisode 0 publié la semaine dernière qui fait l'introduction à la série de webinaires, à cette saison 1. Et qui explique la genèse du projet TEIA et d'où ça vient. Alors, peut-être déjà un mot sur TEIA. Le nom TEIA est le nom d'une divinité grecque de la lumière. C'est une des premières divinités, c'est une titanide, donc avant les dieux de l'Olympe. Et cette titanide avait pour parents Uranos et Gaïa. Donc voilà, et c'est aussi le nom donné à l'astéroïde hypothétique qui aurait, oui, en tout cas un astre hypothétique qui aurait percuté la Terre et apporté la vie sur Terre. Voilà, donc il y a toute une symbolique qui me semblait sympa pour ce projet. Alors, moi, je m'appelle Vincent Maury, je suis depuis à peu près 4 ans passionné par ce sujet, de 4-5 ans, passionné par ce sujet de compréhension de soi, de conscience de soi, et obsédé par cette question de comprendre pourquoi on est comme on est et qu'est-ce qui nous rend différents et qu'est-ce qui fait que certains réagissent d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup poussé ces dernières années et m'a passionné au point d'en arriver à écrire un livre, la méthode TIA, qui est publié depuis octobre 2024 et disponible sur Amazon, en librairie, etc. Et c'est la première partie du livre qui est couverte dans cette saison de webinaire. Vous le verrez dans l'épisode 0 d'introduction, mais on a prévu 3 saisons sur la traduction du livre en vidéo, et la saison 1 couvre que la première partie. La deuxième partie étant dédiée à l'amélioration du bien-être, donc toute la partie vraiment méthodologique, le guide pour aller mieux. Cette première partie est dédiée à la compréhension de soi. C'est ça qu'on va voir dans ces saisons de webinaires. Le découpage va peut-être un petit peu évoluer, en particulier sur les blessures. Je pense qu'il y a de la matière pour faire 2 parties, 2 webinaires rien que sur les blessures, sur le 5e épisode. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur le premier, les tests de personnalité, qu'on va détailler donc, dans ce webinaire. Alors, pour commencer par cette définition, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité regroupe un ensemble de traits, donc des traits sont des spécificités sur les 3 plans, hein, émotionnels, comportementaux et cognitifs, d'accord, ce triangle qu'on verra souvent dans notre présentation et dans les prochains webinaires. Ce sont des traits qui sont stables. J'insiste sur le mot stable. Stable, ça veut dire on va considérer que les traits qui sont à peu près constants, moyens, on va dire, chez un individu, donc en particulier qui ne varient pas selon la situation et selon les occasions, selon les événements, selon les interactions qu'il peut y avoir avec les autres personnes. Et ces traits déterminent les modes de pensée, de sentiment et d'agir. Donc, toujours sur ce même triptyque. Donc, détermine comment, en gros, un individu fonctionne, qu'est-ce qui le caractérise. Et ces 3 mots sont importants. Donc, en termes de caractéristiques, c'est important de comprendre que la personnalité est assez descriptive. On va essayer d'analyser comment la personne fonctionne. Et ces caractéristiques qui sont stables répondent à un besoin, je pense, prégnant chez l'homme justement de prédictibilité des autres hommes, de prédictibilité de ses interlocuteurs. Donc typiquement, une personne qui va être instable, donc qui va pouvoir changer fortement de trait de personnalité, on va très rapidement caractériser des troubles ou même des maladies mentales. Donc on pense aux troubles borderline, quelle limite, on pense peut-être aux histrioniques, on pense peut-être même aux cas schizophréniques. Donc ce sont des personnalités qui sont très très mouvantes et ceux-là sont plutôt pathologiques. Donc la personnalité, on va essayer plutôt de la définir dans sa stabilité.
Et tout ce qui est instable, ça va être soit de la pathologie, si c'est vraiment trop instable, soit sinon, ça va être un autre pan de la psychologie qui est la psychologie transactionnelle, qui analyse justement comment les personnes varient de comportement en fonction des situations. Nous, on va se concentrer sur la personnalité stable, donc ce qu'on dit la psychologie différentielle, qui est utilisée pour comparer les individus, pour différencier les individus et voir comment ils se répartissent et comment ils se caractérisent. Et donc, on cherche des traits stables. Voilà, pour l'introduction. La personnalité se distingue souvent en deux appellations qui sont assez ici prises dans leur sens vraiment scientifique. C'est-à-dire que si vous lisez des bouquins ou la littérature scientifique sur la personnalité, vous trouverez ces termes-là qui sont un peu différents du langage commun. Donc on va les définir. Alors, le tempérament, c'est la partie innée de la personnalité. Innée au sens où elle est héritée, c'est la partie écrite en nous, c'est le génome et l'épigénome. On va en parler à la fin de cette saison sur l'héritage, mais on est sur la partie vraiment écrite à la naissance. Avec quoi on est, le bagage qu'on a à la naissance, c'est le tempérament. Par opposition au caractère, qui lui est la partie acquise, donc développée au fil des expériences de la vie. Et alors les deux mots sont un peu subtils à utiliser, puisque encore le tempérament, si on dit d'une personne qu'elle est d'un tempérament anxieux, c'est un peu un synonyme d'une nature anxieuse. Donc on est bien dans quelque chose d'ancré et qui reflète assez bien la partie innée. Par contre, quand on dit que quelqu'un a, je sais pas, un caractère colérique ou un sale caractère, voilà, ce genre d'appellation dans le langage courant est pour le coup un peu différent du sens qu'on a ici, qui désigne vraiment que la partie acquise. Quelqu'un qui a un sale caractère, il peut l'avoir, je ne sais pas s'il est colérique, il peut être en colère à la fois pour des constructions acquises, développées pendant sa vie, mais aussi peut-être pour des parties plus qui tiennent du tempérament. Et l'analyse, comment on peut différencier les deux, ça se fait, alors évidemment, en regardant au sein d'une fratrie peut-être les différences entre enfants, et puis aussi simplement en regardant les enfants qui ont été séparés de leurs parents dès la naissance, et d'observer quelles sont les variations justement des traits de personnalité, et en quoi justement la partie innée et la partie acquise varient en fonction des environnements. C'est ce qu'on appelle l'analyse de l'héritabilité. Donc, c'est comment un trait varie justement selon la partie innée ou la partie acquise. Voilà. Bon, on va avoir tout un chapitre dessus, donc je ne m'étends pas plus. Et j'avance pour voilà, une petite parenthèse qui est extraite d'un livre de Charlie Brown, pour ceux qui connaissent, qui est authentique de mon frère, que j'ai trouvé en le lisant chez moi, qui dit, je vous le traduis brièvement, mais en gros, il dit, c'est Lucie qui donne à son frère Linus, elle lui dit, bah voilà, j'ai une liste pour toi, pour que tu sois une meilleure personne l'année prochaine. J'ai listé toutes tes fautes. Et Linus, son frère, lit la liste, il dit, mais ça, c'est pas des fautes, c'est des traits de caractère. Voilà. Alors, c'est une petite blague, mais c'est intéressant parce que finalement, bon, là, évidemment, on voit l'usage du caractère, comme je disais, dans l'usage un peu courant. Mais en tout cas, notre personnalité, pour faire un peu plus générique, notre personnalité nous identifie, nous définit en quelque sorte. Et on va voir pendant toute cette première saison en quoi finalement cette personnalité peut-être est une fausse personnalité et en quoi on peut arriver petit à petit à s'en libérer. Alors, les questionnaires de personnalité, évidemment, il y en a des tas, donc j'ai pas pu tous les couvrir et on va uniquement identifier les grands tests, ceux que moi-même j'ai pu rencontrer. Et puis aussi, j'ai essayé de piocher donc 4 tests qui sont assez complémentaires dans leur construction et qui sont assez différents dans l'approche, donc qui devraient illustrer différentes analyses de la personnalité. Le disque, on va parler de dominance, de conformité, on va identifier chacun, le MBTI, pour ceux qui connaissent, le MBTI, donc qui donne comme ça 4 lettres qui, elles aussi, positionnent la personnalité. Le TCI de Cloninger, on va voir ça, et le Big Five. Alors, on rentre dans le détail. On va commencer par le TCI. Donc, Cloninger est un psychiatre et généticien américain qui a
proposé un modèle dit psychobiologique, donc qui combine à la fois de la psychologie et de la biologie, qui a été très populaire dans les années 80-90. Et en gros, pour reprendre cette séparation entre tempérament et caractère, il a donné des grands ensembles de traits de personnalité dans la partie tempérament et dans la partie caractère. Et la particularité, c'est qu'il a attaché à certains de ces traits des hormones qu'on commençait à bien connaître à cette époque-là, biologiquement parlant, d'où le nom psychobiologique. Donc, typiquement, la dopamine est liée à la recherche de nouveautés. D'accord. Donc, quelqu'un qui sécrète de la dopamine va plutôt être justement dans une action, dans un besoin de changement, une impulsivité, etc. Et c'est assez lié, même si en fait on s'aperçoit que c'est pas aussi systématique et aussi simple que ça, que ça ne marche pas de manière aussi basique, mais en tout cas à cette époque, Cloninger a établi ces concordances et a dit donc s'il y a des hormones derrière, c'est que ça tient du tempérament. Donc il a catégorisé tous ces traits de personnalité dans la partie innée, par opposition aux autres traits qui sont dans la partie acquise, donc caractère, avec donc la coopération, l'autodétermination et la transcendance. Alors, ce modèle, depuis, a été largement contesté, à la fois parce qu'il est très compliqué à valider du fait qu'il regroupe de la biologie, des traits innés, des traits acquis, tout ça dans une construction de personnalité. C'est assez compliqué de voir le lien et d'évaluer les liens entre toutes ces notions. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, la séparation aussi franche entre tempérament et caractère est en fait invalide. Et quand on mesure l'héritabilité de la plupart de ces traits, et on en reparlera plus tard dans la saison 1, en fait, l'héritabilité est à peu près à 50-50 entre les deux. Ce qui peut-être peut s'expliquer par le fait que notre inné vient de nos parents, évidemment, et l'acquis, pour beaucoup, pour ceux qui grandissent dans leur famille, ben évidemment, il est aussi confronté aux parents, et donc la construction a tendance à être un peu teintée de l'héritage de nos parents. Et tout ça, encore une fois, on y reviendra plus tard. Le deuxième modèle qui est intéressant est le disque que moi j'ai rencontré dans mon travail et qui est assez utilisé dans des milieux professionnels, que vous avez peut-être vu aussi. Vous pouvez réagir, là aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors la théorie initiale à la genèse de ce modèle remonte à loin, c'est Marston en 1928, et il a été vraiment codifié que dans l'après-guerre et popularisé dans les années 70. Alors, disque, c'est 4 initiales, dominant, influent, stable et conforme, qui suivent 2 axes. Donc, un axe introversion-extraversion. Alors, pour ceux qui ne parlerait pas, l'extraversion, c'est pas juste d'aimer être avec les autres, c'est vraiment de se recharger en termes d'énergie vitale, c'est de se recharger auprès des autres. Donc, est extraverti celui qui se sent bien après avoir passé du temps avec les autres, mieux, et qui se sent plein d'énergie, et qui, au contraire, s'il est tout seul, va se sentir affaibli et perdre de l'énergie. L'introverti, c'est l'inverse, donc quelqu'un qui se recharge avec lui-même. Moi, typiquement, qui ai une tendance un peu plus introvertie, je peux passer des moments super avec d'autres, mais si je vois trop de personnes, et ben après ça, je vais avoir vraiment besoin de me retrouver avec moi-même pour me recharger. Et s'il y a beaucoup trop de personnes, et ben en tant qu'introverti, ben je vais être saturé et je vais pas pouvoir gérer la foule, et elle va me déborder. L'autre axe horizontal, c'est d'un côté les résultats, de l'autre côté la relation. Et vous voyez du coup les 4 cadrans qui se dessinent avec des particularités dans chacun. Alors le résultat, je vais vous le mentionner pour moi, donc mon exemple. Et il est intéressant parce que le disque propose une vision dite adaptée et l'évaluation de la personnalité au naturel. Adapté, ça va être vraiment dans un contexte de travail ici, donc les questions vont être comment vous vous comportez dans le travail, et on va prendre des exemples de situations dans le travail, là où l'évaluation au naturel donne justement cette évaluation dans un contexte beaucoup plus privé et avec soi-même. Donc c'est intéressant. Et finalement, c'est un peu à cheval par rapport à ce que je disais avant, entre la psychologie différentielle et la psychologie transactionnelle, puisque on voit quand même ce distinguo entre les deux situations.
Et ça a du sens. Et on le voit dans mon exemple. Bon, je ne sais pas hyper marqué parce que j'y reviens juste après. En fait, je ne suis pas très, très marqué sur ces deux axes. Je suis un peu moitié introverti, moitié extraverti. Je suis un peu moitié relation, moitié résultat. Donc, c'est pas hyper marqué. Mais donc, l'adapté et le naturel n'ont pas la même forme. C'est intéressant. Ça veut dire qu'au travail, typiquement, je vais présenter des caractéristiques de ma personnalité d'une certaine manière, qui sont plus adaptées au monde du travail et différentes de celles que j'ai en fait au naturel. Voilà. Donc ça me semblait aussi intéressant comme méthode pour évaluer les deux. Malgré tout, c'est une méthode qui est donc assez ancienne et qui a été jugée quand même trop simpliste par les évaluations qui ont pu en être faites. Est venu ensuite donc le MBTI. Alors, MBTI, c'est du nom de Myers et Briggs, qui sont mère et fille, qui ont travaillé dessus et qui, en fait, pendant 2 générations, ont beaucoup contribué à populariser ce modèle. Elles se sont inspirées des travaux de Carl Jung et qu'elles ont codifié en faisant ce questionnaire dans les années 60 et qui aujourd'hui est peut-être le questionnaire de personnalité le plus connu, le plus utilisé. Alors, il a 4 axes et c'est intéressant. Alors, le premier axe, donc, sur cette énergie, et le troisième, sur les critères de décision, rejoignent le disque. Hein. On retrouve exactement extraversion, introversion, et on retrouve exactement l'intérêt pour les personnes ou l'intérêt plutôt pour l'objectif qu'il y avait dans le disque. Et se rajoutent 2 autres axes, donc les modalités de perception et le style de vie. Et sur chacun des axes, en fonction du coup de quel côté penchent donc les réponses, on va être donc plutôt extraverti ou plus introverti. Si on est extraverti, on a la lettre E, introverti, la lettre I. Les lettres sont mentionnées, vous le voyez, dans les 2 colonnes. Et donc chacun a 4 lettres. E ou I, S ou N, T ou F, J ou P. Et ça a donné lieu à cette codification en 4 lettres, a donné lieu du coup à 16 profils de personnalité. Ils se regroupent en 4 grandes familles. Et donc, ces profils de personnalité ont été depuis énormément documentés. Donc, vous en avez autant sur on va dire, un peu de prédire dans quelle situation vous êtes bien, qu'est-ce qui vous correspond, quel métier vous correspond, quelle fonction peut-être vous correspond mieux que d'autres. Et puis même, ça va assez loin. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est tellement documentée que vous avez des tonnes de coachs, vous avez plus de 2 millions de personnes qui le passent par an, donc ce qui fait un gros chiffre pour mère et fille, tant mieux, tant mieux. Et beaucoup de formations, beaucoup de certifications au MBTI. Et en fait, les coachs, vous en trouverez des tonnes de blogs, de vidéos sur YouTube, etc., qui documentent chacun de ces 16 types de personnalités, au point que même c'est utilisé pour faire de l'orientation professionnelle, c'est utilisé même pour prédire des associations amoureuses, donc de dire, voilà, moi, j'ai connu je sais pas, un ISFJ, plus jamais de la vie. Maintenant, je ne jure que pour je sais pas moi, les ENTP, voilà. Et je cherche un ENTP au point que Tinder, dans une de ses versions, a intégré le MBTI dans le questionnaire et vous pouvez le remplir en disant, bah voilà, je cherche l'amour et voilà. Et comme je suis un ENFP, bah peut-être que je vais très bien m'assortir avec un INTJ parce que c'est bien connu, les contraires s'attirent. Enfin voilà. Donc il y a toute une littérature sur le MBTI, pas très prolixe. Malgré tout, c'est un questionnaire qui souffre de défauts de validation forts et qui donne des étiquettes, vous le voyez, hein, puisque c'est 4 lettres, qui donnent donc des lettres bien précises qui ont aussi leurs défauts, ce qu'on va voir un peu plus tard dans ce webinaire. Et j'en arrive au 4e grand questionnaire de personnalité, le Big Five. Alors, lui a une approche, une construction complètement différente et très intéressante. Donc, une personne, elle porte dans les années 30 à sélectionner dans le dictionnaire 18 000 termes descriptifs de la personnalité. Donc, anxieux, pessimiste, gentil, jaloux, je sais pas quoi. Il a pris comme ça tous les termes du dictionnaire, il en a retrouvé 18 000 qui décrivent une personne. Et à partir de là, on a eu un deuxième travail de Cattell qui est arrivé, qui les a regroupés, qui a réfléchi avec beaucoup de gens pour dire bah, ça, quand même, c'est synonyme, ça, on est quand même en train de décrire la même chose. Ils en sont arrivés à 4500 termes. Puis ensuite, avec de l'analyse factorielle, donc en gros, tous ces termes-là, ben, on voit en fait, ils décrivent la même chose, et en fait, ils sont très liés, donc on va à nouveau les regrouper. Et à force de regrouper, on est arrivé comme ça, ils sont arrivés à 16
traits de personnalité, eux-mêmes regroupés en 5 grandes dimensions. Ça a été un long travail, et donc assez fastidieux, et donc qui arrive à une description de la personnalité humaine. Ces 5 axes, c'est l'ouverture à l'expérience, conscienciosité, donc le fait d'être consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité, et le névrosisme ou neuroticisme aussi qu'on trouve en français, qui est l'instabilité émotionnelle. C'est le contraire de la stabilité émotionnelle. Donc, bon, là, j'ai mis 2 axes, on peut les mettre dans l'autre sens, peu importe, hein, mais voilà, donc on est ouvert ou fermé à l'expérience, on est consciencieux ou pas consciencieux, on est extraverti ou introverti, etc. Et ce Big Five a la particularité, en fait, de donner une note sur chacun des 16 traits, ou sur chacune des 5 dimensions, de donner une note, hein, de plus ou moins ouvert, ou plus ou moins consciencieux, plus ou moins extraverti, etc. Ce qui est donc beaucoup plus nuancé et intéressant. Et ce test est aujourd'hui de très loin le plus étudié et le plus validé scientifiquement. Donc déjà, il a été validé dans beaucoup de langues dans le monde, et dans beaucoup d'études, et largement publié scientifiquement. Donc là-dessus, ce n'est plus à faire. Et il est intéressant parce qu'il sert vraiment de pivot dans toutes les analyses de personnalités différentielles. Donc il va être utilisé, par exemple, on va étudier la dépression et le Big Five. On va étudier l'estime de soi et le Big Five, le perfectionnisme et le Big Five. Bon, ce qui n'empêche pas de faire des études entre les concepts aussi, mais de rapporter au Big Five, en fait, ça permet d'être un peu le référent, le test référent de la personnalité humaine. Donc ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée de ce questionnaire. Et puis, en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et quand je dis beaucoup, c'est énormément. Alors, ça va faire un petit peu peur l'image suivante, mais j'ai moi-même essayé beaucoup de questionnaires de personnalité, et je les ai notés au fur et à mesure que je les passais. Et je mettais je mettais à la fois les questions, je mettais mes réponses, je mettais mes résultats. J'en ai du coup déconstruit beaucoup pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. En voici une liste. J'ai fait ça sur Excel. Je suis désolé du formatage un petit peu sec, mais en voici une liste, et j'ai entouré en vert les quelques-uns dont on a parlé. Donc vous avez au milieu le disque que j'ai classé dans une catégorie plutôt liée au travail, parce qu'il est quand même surtout utilisé dans ce domaine-là. Et puis, dans la première colonne, que j'ai appelée How, donc plutôt parce qu'elle est descriptive. Donc là, le Big Five, avec l'Hexaco, qui est en fait une évolution du Big Five, je n'ai pas parlé, mais en gros, qui est un Big Six, entre guillemets. Donc en gros, on a rajouté l'honnêteté et l'humilité, qui est une sixième dimension au Big Five. Voilà, avec quelques nuances en plus. Bon, je ne vais pas m'étendre, j'en parlerai dans un webinaire dédié dans la 2e saison. Et puis le TCI et le MBTI. Donc les questionnaires, il y en a énormément. Vous voyez qu'il y a des thèmes qui sont très, très abordés. Donc on pense à la sensibilité, l'hypersensibilité, j'en ai trouvé une dizaine. On pense à la dépression, on pense à certaines maladies, on pense peut-être aux compétences, au quotient émotionnel, le QE, quotient émotionnel, qui s'approche de l'intelligence émotionnelle, mais on verra ça aussi plus tard dans la saison. Donc voilà, beaucoup de questionnaires. Si jamais il y en a certains d'ailleurs qui vous intéressent dans cette liste, je peux évidemment vous aider à les trouver, n'hésitez pas à me demander. Et donc oui, j'avoue, j'en ai passé beaucoup. Donc j'ai cette petite tendance obsessionnelle qui s'explique, et sans vouloir parler de moi tout du long du webinaire, malgré tout, je pense que dans les prochains épisodes, vous comprendrez progressivement le pourquoi. Alors, la plupart de ces questionnaires fournissent des étiquettes. Alors, ce que j'appelle une étiquette, un label, si vous voulez, un tag, c'est qu'en gros, on va dire, je suis introverti ou extraverti. Voilà. Je suis hypersensible, je suis hyper ceci, je suis hyper cela, je suis hyper émotif, je suis HPE. Donc, si vous connaissez le HPI, le haut potentiel intellectuel, qu'on disait avant surdoué, bon, voilà, il y a le HPE maintenant, qui est le haut potentiel émotionnel. Le zèbre, qui rejoint un peu le HPI, l'hyper ceci, le narcissique, autiste. Enfin, voilà, maintenant, il y a des libellés pour tout. Et on a tendance à les utiliser très facilement, très rapidement. Donc, certains s'autodiagnostiquent, certains passent des tests qui leur donnent ce diagnostic. Et puis certains simplement disent ah, mon ex, c'était un PN. Bon, voilà. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de commentaires. Mais en fait, voilà, je voulais dire un mot du coup sur les étiquettes et leur intérêt. Alors, il faut comprendre que sur chacune des évaluations, quasiment quelle qu'elle soit, en tout cas, j'ai pas trouvé d'exception. La population se répartit comme suit. Donc, on a sur les notes les plus faibles et les notes les plus élevées peu de monde, et la majeure partie des gens se regroupent comme ça au milieu.
Alors, le milieu n'est pas forcément le milieu symétrique, hein, ça peut être un peu déplacé selon la manière dont les questions sont posées, mais malgré tout, il y a une forme comme ça, ça s'appelle une distribution normale, c'est une forme de gaussienne, et la plupart des traits, du coup, aboutissent à ce genre de graphique. Donc là, on a en abscisse la note moyenne de résultat d'un trait particulier qui a été évalué là, sur 7, hein, dans l'exemple, et puis en ordonnée, on a la fréquence en pourcentage dans la population. Donc les gens se répartissent comme ça. Et en fait, mettre une étiquette, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on va dire, là, dans l'exemple, si tu as plus de 5, tu es ceci. Donc, on va prendre un exemple très connu. Le QI est une courbe par construction qui se répartit, donc voilà, aussi en distribution normale, et qui a une moyenne à 100, c'est comme ça. Et la définition, ça a été de dire, à partir de 130, on est HPI, on est haut potentiel, d'accord? On dépasse la note de 130, puisque c'est une notation. Si le QI dépasse 130, on est HPI, on est hyper, je sais pas quoi, voilà, peut-être surdoué, enfin on disait à une époque. Et donc, ça c'est le libellé. Et le gros avantage d'une étiquette, c'est que déjà, ça fournit une identité. Et l'identité, c'est important. Ça permet de moins se sentir seul, ça permet de se sentir compris. Donc, quelqu'un qui vit pas bien sa vie et puis à qui on dit, bah, en fait, t'es hypersensible, eh ben, quelque part, ça déresponsabilise un petit peu. Alors, ça a du bon et du pas bon, mais ça déresponsabilise un petit peu. Donc, je dis, bah ouais, ok, donc c'est pas que moi qui prenait tout mal et qui surréagissait. Bah, en fait, voilà, j'ai quand même une fragilité en moi. Alors, ça permet aussi de se trouver des communautés. Donc, on va parler éventuellement du MBTI. Donc, si moi je dis bah, je suis ESTP, je vais peut-être trouver d'autres ESTP, puis je vais voir des descriptions de ESTP dans lesquelles je vais me reconnaître. Donc, je vais me dire, bah voilà, il y a d'autres gens qui sont comme moi, bah ça fait du bien, quoi. Je me sentais quand même vachement seul. Je ne sais pas si les extravertis sont très mis dans la lumière, et puis c'est plutôt prôné comme une valeur sociale et des prédispositions à être heureux, à épanoui et tout ça. En fait, les introvertis peuvent complexer. Bah, en fait, quand on parle avec d'autres introvertis, même sur des réseaux sociaux ou quoi, ah bah ça fait du bien. Et on voit une vidéo sur des introvertis, on dit ah bah c'est chouette, voilà, je me sens moins seul. Donc ça c'est vraiment important, ça donne du réconfort, ça soulage. Accessoirement, ça peut être fun. C'est-à-dire que bah, ça dépend des questionnaires, évidemment, mais il y en a qui sont marrants. Et puis même, c'est toujours agréable de voir une description qui nous ressemble en bonne partie. Alors après ça, il y en a qui, évidemment, vont déterminer, je ne sais pas, votre personnage de Friends qui vous correspond, ou qui vont déterminer votre école Poudlard. Bon, c'est pas forcément... Voilà, il y a des plus sérieux, il y a des moins sérieux. Mais dans tous les cas, passer un questionnaire, c'est assez léger, ça décomplexe. Voilà, et accessoirement, c'est un petit point important quand même, le fait de poser une étiquette, un libellé, ça permet aussi d'identifier des cas cliniques. Donc, il faut savoir que certains troubles, pas tous, mais certains troubles, en fait, sont des extrêmes, sont dans des valeurs extrêmes. Et du coup, je vais parler peut-être du TDAH. Donc, le TDAH, aujourd'hui, il y a des gens plus ou moins actifs et plus ou moins avec des troubles de concentration et d'attention. Si on est entre peut-être 5, 6, 7, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6, bah, ça va aller, et puis à certains moments donnés, ça ne va plus aller. Et en fait, là où ça peut être important de mettre un seuil et de dire au-dessus, bah, on dit TDAH, et en dessous, on ne l'est pas, c'est que derrière, il peut y avoir des sujets de prise en charge de la maladie, donc aussi bien au niveau de la sécurité sociale, aussi bien au niveau de l'aide peut-être à l'école, au niveau peut-être d'une carte handicapée. Vous voyez, donc il y a des utilités à mettre un seuil et à poser un diagnostic quand on le dépasse. Malgré tout, les étiquettes, c'est un peu limitatif. Et typiquement, je prends un exemple ici, donc si vous faites le test et que vous arrivez sur ce trait-là à 5,2, par exemple, là c'est là où j'ai positionné le point vert, si vous êtes à 5,2, d'après la première définition, vous avez l'étiquette. Je sais pas, vous allez être HPI, voilà, imaginons, vous êtes au-dessus de 130, vous avez 135 de QI, vous êtes HPI. Très bien. Mais le truc, c'est que si vous avez 125, vous n'êtes pas HPI. Et pour autant, entre un 125 et un 135, je ne suis pas certain qu'il y ait une énorme différence intellectuelle. Et donc, malgré tout, ça fait quand même un delta, ça fait quand même une différence. Et donc, il y en a un qui a l'étiquette et pas l'autre. Et donc, c'est en ça que ça peut être très intéressant de ne pas seulement considérer l'étiquette, mais de vraiment voir le continuum, on appelle ça, donc vraiment voir la valeur continue, voilà, pas seulement discrète, mais la valeur continue
qui est le score moyen qui s'échelonne sur toute la barre. Et l'avantage du continuum, c'est qu'au-delà même des nuances que ça peut apporter, ça va fournir déjà une image beaucoup plus réaliste de la personnalité. Et puis, ça peut aider à établir des liens on va dire, plus intéressants ou plus nuancés avec d'autres étiquettes, avec d'autres constructions. Je vais prendre des exemples. Sur l'MBTI, donc il y a 2 traits, qui sont les 2 d'ailleurs qu'on retrouve sur le disque, qui sont l'extraversion et l'orientation vers les personnes ou vers les tâches, où je suis à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'en fonction du tempérament, enfin, justement, on va dire de l'humeur du moment, en fonction de la période de ma vie, en fonction peut-être même de ma réussite du jour, et ben je vais avoir un tempérament un peu plus joyeux, je vais être un peu plus extraverti, je vais avoir un peu plus d'énergie. Et puis si je suis plutôt en bad et que j'ai pas bien réussi ma journée, ben, je vais être plutôt introverti. Et donc selon et sachant que moi, de manière assez stable, je suis quand même autour des 50, et ben je peux facilement basculer à 55 ou à 45, selon l'humeur. Et du coup, d'après le MBTI, eh ben, je vais changer de lettre. Donc une fois je vais être E, une fois je vais être I. De la même manière sur la 3e dimension. D'accord. Alors les 2 autres sont un peu plus marqués chez moi. Mais du coup, comme j'ai 2 dimensions sur les 4, où j'oscille entre 2 lettres, en fonction de comment je comprends les questions, en fonction d'une période de ma vie, et ben du coup, je me retrouve à osciller entre 4 types sur l'MBTI. Et en fait, quand on regarde les descriptions, il y a quand même des variations qui sont assez importantes. Et donc, c'est en ça qu'on peut reprocher tous ces questionnaires qui fournissent des libellés. Les libellés, c'est très bien pour expliquer peut-être des choses, peut-être très bien pour les coachs qui peuvent faire plein de bruit autour du libellé, mais on perd beaucoup de nuances. Voilà, c'était ça le point. Et en termes de lien avec les autres étiquettes, bah, de la même manière, si on estime que, je ne sais pas, si on dit des choses comme les HPI sont des gens moins heureux que les autres, bon, ça peut être des phrases que vous avez pu lire ou entendre, qui, en l'occurrence, c'est pas vrai, mais passons. Et ben, cette appellation, en fait, HPI ou pas HPI, donc c'est au-dessus de 130 ou en dessous de 130, et heureux ou pas heureux, là aussi, j'imagine qu'il y a derrière ce genre de phrase un seuil, on dit bah, au-dessus de, pareil, 5 sur 7, on est heureux, en dessous, on est malheureux. Et donc, ce côté très binaire bah, crée en fait des analyses qui sont beaucoup trop grossières pour représenter toute la complexité humaine. Donc voilà, donc je mets un gros, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, je mets un gros point d'attention sur ces étiquettes, même si elles ont leur utilité. Ok, donc récapitulons un petit peu ce webinaire du jour. Donc, je pense on est nombreux à avoir besoin de se comprendre. C'est quelque chose qui est, je pense, très humain. Alors moi, je l'ai eu un peu dans ma crise de la quarantaine. Il y en a qui l'ont un peu avant, d'autres peut-être après. Il y en a qui l'ont déclenché par un événement de vie. C'est un peu ce qu'on a décrit dans l'épisode 0 précédent. Mais en tout cas, on arrive avec ce besoin de comprendre. Et dans une première instance, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu, il y a plein de questionnaires pour y répondre. Et ça, c'est assez sympa parce que ces questionnaires, malgré tout, permettent de trouver un reflet, de trouver une identité, de trouver un groupe, et puis même peut-être de poser des mots, d'arriver à se percevoir, à se regarder soi-même, et à initier, et on va le voir, en fait, c'est toute la construction de cette première saison de webinaire, à initier ce chemin d'introspection. C'est un chemin intérieur, c'est un chemin de questionnement, et ces premières réponses par les questionnaires sont vraiment pertinentes et utiles pour entamer ce cheminement. Alors, on l'a vu, certains questionnaires sont plus valides que les autres. On reviendra dessus, c'est tout l'objet de la 2e saison. Les étiquettes servent, elles ont leur utilité, même si il faut faire attention, et une fois qu'on a eu le je suis hypersensible, bah c'est très chouette, mais en fait, il faut malgré tout le dépasser. Et puis, un dernier point, si on prend un tout petit peu de recul sur cette présentation, c'est qu'en fait, tous ces questionnaires sont descriptifs, c'est-à-dire qu'ils décrivent les caractéristiques d'un individu, c'est normal, ce sont des questionnaires de personnalité, et on l'a dit en introduction, la personnalité, ce sont les traits stables qui caractérisent un individu, donc c'est normal que ce soit très descriptif, mais bah voilà, bah c'est un peu frustrant, c'est-à-dire que c'est bien joli de dire je suis, je sais pas, moi, ouvert à l'expérience, je suis consciencieux, ou bien oui, moi effectivement, je suis plus consciencieux que la majorité. Et pourquoi je suis plus consciencieux et donc le fait d'être consciencieux, bah, ça explique rien, ça décrit effectivement je suis consciencieux et effectivement j'ai une personnalité consciencieuse et on le voit dans mon travail et même dans ma vie personnelle, mais pourquoi qu'est-ce qu'il explique de la même manière sur je suis perfectionniste
Est-ce que c'est lié avec le fait que je suis consciencieux? Sans doute, il doit y avoir des rapprochements. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis perfectionniste? Pourquoi est-ce que peut-être voilà, je suis hypersensible? Est-ce qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité et le perfectionnisme? Et à ce stade, en tout cas, de mon cheminement, là je remonte à 3-4 ans en arrière, quand je faisais ces questionnaires de personnalité, et ben après les avoir passés et en avoir répondu à une centaine, ben, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des liens? Et intuitivement, je me disais, il doit y avoir des liens. Tout ça, ça doit être connecté. Et il doit y avoir des structures, des constructions sous-jacentes qui expliquent ces concepts et ces traits de personnalité, in fine. Voilà. Et donc, l'animation était un petit peu too much peut-être, mais qu'est-ce qui fait que certaines situations provoquent une réaction chez moi et pas chez un autre, et réciproquement? C'est-à-dire que si une personne, voilà, il y a un manager, le même, qui arrive à une personne qui lui dit, écoute, voilà, je pense que tu es passé à côté du sujet, je ne suis pas satisfait de ton travail. Mais il y en a certains qui vont dire, ok, pas de problème, pourquoi, explique-moi. Il y en a qui vont tomber en larmes et puis voilà, et puis qui vont fuir de la pièce. Il y en a qui vont dire, bah, tu sais quoi, va te faire foutre, et puis qui vont démissionner, pardon du vocabulaire. Il y en a qui vont peut-être être en colère et dire, mais tu sais quoi, de toute manière, tes instructions, elles sont toujours mauvaises et tout. Voilà, c'est toujours incompréhensible, donc pas étonnant que je tombe à côté, c'est que de toute manière, voilà, il n'y a pas moyen d'avoir des instructions claires. Et donc, on voit que, c'est objectivement, extérieurement, on voit que les réactions sont variées d'une personne à l'autre. Et il y a ces descriptions qu'on vient d'étudier dans ces questionnaires de personnalité, mais pas que. Et c'est ça qui nous conduit au deuxième épisode. Donc, rendez-vous mardi prochain, 26 novembre, à 13h toujours, pour l'épisode 2, où on va vraiment parler des raisons de nos réactions. Donc, qu'est-ce qui explique donc, nos réactions? Donc, et que ce soit des réactions d'ailleurs extérieures, donc typiquement, je sais pas, de la colère exprimée à son manager, ou des réactions intériorisées, donc où on va prendre sur soi, mais en fait, ça va nous faire du mal et ça va nous ronger de l'intérieur. Donc, ces réactions-là, d'où elles viennent? Qu'est-ce qui prédispose à nos comportements? Les pensées et les émotions sous-jacentes, comment elles s'articulent, comment elles aboutissent à nos comportements? Et on va commencer à avoir les premières constructions qui l'expliquent. Et nommément, donc, la confiance en soi et le style d'attachement. Ce sont peut-être des termes que vous avez déjà vus, mais qui sont importants et qu'on va donc voir ensemble au prochain épisode. Bah, écoutez, les épisodes sont publiés sur YouTube, sur la chaîne La Méthode TIA. Je vous encourage à y aller. Donc, le premier épisode est déjà en ligne et normalement, je le fais dans la journée. Je le publie dans la journée. Vous pouvez le revisionner. Et puis, vous avez évidemment, je vous encourage à vous abonner si le contenu vous a intéressé. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook. Donc là, on essaie de construire une communauté autour de la méthode TIA pour à la fois partager nos vécus et puis poser des questions et voilà, et interagir ensemble, ce qui est quand même beaucoup plus agréable que par les questionnaires, par les commentaires sur YouTube. Voilà. Donc en tout cas, maintenant, on va prendre quelques questions-réponses et je regarde dans le chat tout de suite s'il y a des questions-réponses. Donc j'en vois quelques-unes. Alors, première question sur la validité scientifique. Alors oui, c'est vrai, j'ai mentionné quelques fois que certains questionnaires étaient plus valides que d'autres. Donc, je vais expliquer 2 secondes. Alors, valide scientifiquement, en fait, un questionnaire, n'importe qui peut mettre sur des sites qui proposent de faire des questionnaires, n'importe quel questionnaire. Et c'est très sympa et on peut passer un bon moment. Mais pour avoir une validité scientifique, alors, il y a à la fois la fiabilité et la validité d'un questionnaire qui s'évalue et qui donc il y a des méthodes scientifiques éprouvées, documentées largement, que vous pouvez trouver sur Internet, qui permettent d'évaluer la pertinence d'un questionnaire. Donc à la fois sur le fait qu'il réponde bien à la question, si on veut évaluer le perfectionnisme, est-ce que les questions qu'on pose évaluent bien le perfectionnisme? Et à la fois sur le fait que les questions, ou comment dire, les réponses à ces questions soient pertinentes et permettent bien que la note résultante reflète bien le degré de perfectionnisme. Voilà. Qu'il n'y a pas des questions qui sont mal posées, qu'il n'y a pas des questions qui sont redondantes, etc. Donc il y a toute une analyse, souvent qui fait l'objet de plusieurs publications scientifiques, donc qui fait l'objet de comités déjà à la publication, puis ensuite relecture par d'autres chercheurs qui eux-mêmes font leurs analyses de leur côté, qui des fois commentent et disent bah, cette question, moi, dans mon étude, je m'aperçois qu'elle n'est pas pertinente, etc. Donc ça, c'est tout le travail scientifique qui est important et qui n'est pas fait sur certains des questionnaires même dont j'ai parlé.
Donc effectivement, le MBTI, le DISC sont des questionnaires qui n'ont pas été validés scientifiquement, et d'autres le sont, le Big Five l'a été. Donc voilà, selon les questionnaires, vous avez des fois un sous-jacent scientifique ou pas. Non pas que je sois hyper strict, et d'ailleurs, on va voir dans les prochains webinaires que d'autres questionnaires et d'autres, on va dire, d'autres apports à cette psychologie différentielle, à tout ce qu'on se dit là aujourd'hui, d'autres apports n'ont pas un appui scientifique fondamental, mais apportent quand même quelque chose à l'édifice. Donc je suis pas hyper attaché à ça. Mais bon, malgré tout, je pense que ça peut avoir quand même une utilité de passer par un travail scientifique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc j'ai parlé aussi des questionnaires de personnalité, alors plutôt orientés personnels. Donc, et dans toute la suite de la saison 1, je vais plutôt me focaliser sur une introspection vraiment personnelle, donc quelque chose qui soit profondément en nous. Mais il y a aussi, effectivement, je ne les ai pas mentionnés, et merci pour la remarque, il y a aussi des questionnaires de personnalité plus professionnels et liés à des aptitudes professionnelles, à l'orientation professionnelle. Alors on peut citer le RIASEC, qui est le plus connu et le plus ancien, RIASEC, qui sont 6 lettres, un acronyme pour réaliste, je ne sais pas quoi, enfin bon, il y a des lettres derrière chacune des. Enfin, voilà, c'est un acronyme. Et le RIASEC est très connu. Il a été réutilisé, remodelé plusieurs fois dans des questionnaires par la suite. Mais il y a le RIASEC, il y a le PAPI, PAPI, il y a le SOSI, SOSIE, et il y en a plein d'autres encore qu'on peut trouver. Et puis, il y a le StrengthsFinder, si vous connaissez. Moi, je l'avais passé aussi professionnellement, du Gallup. Donc, j'ai A2LUP, c'est le Clifton Strength. Alors, je crois qu'il a un peu changé de nom ou d'appartenance, il a été racheté, mais voilà, qui donne en gros les forces qui ressemblent un petit peu aux forces de caractère de Seligman. Bon, voilà, donc il y a plein de questionnaires de personnalité qui sont liés à plutôt des aptitudes et des compétences qui peuvent être des fois assez personnelles, hein, et des traits qui se rapprochent vraiment de traits de personnalité vraiment stables et qu'on retrouve aussi dans la vie personnelle des individus. Mais là, avec une approche professionnelle et qui ne fera pas l'objet du tout qui n'a pas été abordé dans la méthode. Plus on s'oriente vers les aptitudes professionnelles, l'orientation professionnelle, etc., et plus on s'éloigne vraiment de la quête introspective que j'ai suivie et que j'essaie de partager dans cette série de webinaires. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui dans le chat. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans les commentaires sur YouTube. Et puis, il me reste à conclure. Donc, merci à tous pour votre attention. Je suis joignable si jamais vous avez des questions en direct sur cette adresse email. Et puis, le livre est disponible en papier et en numérique sur Amazon, en librairie. Donc, vous pouvez le commander en ligne aussi. Et puis, voilà, écoutez, donc encore merci. Et donc, à mardi prochain, 13h, pour le second épisode de cette série. Merci beaucoup.